Bonjour Dr Fiteni. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés au CHU de Nîmes où vous exercez comme oncologue. L'oncologie se définit par l'étude, le diagnostic et le traitement de cancer. Combattre le cancer est l'un des défis majeurs de notre système de santé, de notre temps et de notre société. Vous êtes donc un acteur clé de ce défi majeur. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi je suis Dr Fiteni Frédéric, donc je suis oncologue médical au CHU de Nîmes. Donc je suis spécialisé dans les cancers plutôt de la femme, du cancer du sein, cancer gynéco. Et puis je suis MCUPH, donc ça veut dire que je suis universitaire, donc j'ai une activité aussi d'enseignement et de recherche. Et donc j'ai une activité de recherche qui est sur les modèles statistiques d'analyse de la qualité de vie dans les essais cliniques en oncologie. Et sur les soins de support en fait, sur les essais cliniques en soins de support. Donc voilà, je fais partie de groupes nationaux de recherche sur les soins de support en oncologie. Et voilà, donc j'ai fait mes études à Marseille, puis à Besançon, puis j'ai vécu à Bruxelles et puis après je suis venu à Nîmes. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors moi, j'étais très attiré quand j'étais adolescent par les sciences en fait. Moi j'étais un passionné de sciences. Donc initialement c'était plutôt les maths et puis après j'ai découvert, on va dire, la médecine, bêtement via le Téléthon, en regardant les chercheurs, ça m'a passionné. Et moi c'était surtout la science et la recherche que je voulais faire, développer des médicaments. Et effectivement, petit à petit, l'oncologie s'est présentée comme la discipline la plus axée sur la recherche, enfin à mon sens, où il y avait le plus de développement au niveau scientifique et dans tous les domaines de la science, quel que soit le profil. C'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche aussi bien des mathématiques, de l'intelligence artificielle appliquée à l'oncologie, si on aime les maths, si on aime l'informatique. On peut faire de la biologie moléculaire, et de la biologie moléculaire c'est hyper vaste, l'immunologie, etc. On peut faire des sciences humaines, de l'éthique si on aime la philosophie. Donc en fait ça balaye tous les domaines du savoir, l'oncologie en termes de recherche, et ça c'est vraiment passionnant. Il y a énormément d'innovation, donc on est tout le temps dans un dynamisme intellectuel de curiosité en permanence qui me correspond parfaitement au niveau scientifique. Et puis ça lie aussi le côté humain en fait, donc il y a vraiment les deux côtés, science et humanité en oncologie. Et donc c'est ça qui me plaisait, la prise en charge globale des patients, un peu générale je dirais, avec un grand défi évidemment pour une maladie importante. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a attiré dans cette discipline. Aujourd'hui en France, quels sont les principes de la prise en charge du cancer du sein ? Alors les cancers du sein, il faut le voir et les cancers même en généraux, mais on va parler des cancers du sein en deux dimensions. Donc premièrement, le stade en fait. Donc le stade, c'est-à-dire est-ce que le cancer a donné des métastases ou est-ce qu'il est localisé dans l'organe. Donc un cancer, pour le définir, c'est des cellules. Donc les cellules sont les briques du corps humain. Donc ce sont des cellules qui se multiplient de manière anarchique, indéfinie, infinie. Donc ça fait, à force de se multiplier, donc c'est microscopique, mais à force de se multiplier, ça fait une masse qu'on peut sentir ou voir sur une imagerie. Et puis autour de cette masse, il y a des vaisseaux sanguins qui nourrissent la tumeur, puisqu'on en a dans tout le corps pour nourrir tout le corps. Le sang apporte l'oxygène et les nutriments. Et donc il y a des cellules qui peuvent se détacher et via le sang, comme des tuyaux, comme une usine qui fabrique des voitures qui circulent sur une route, elles peuvent aller vers les autres organes. Donc quand ça va vers un autre organe, vers les os, vers le foie, etc., on appelle ça des métastases. Donc déjà, première chose, voir le stade. Localisé, où est-ce qu'il y a des métastases. Une fois qu'on sait le stade, il faut regarder le sous-type moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? On regarde les cellules, quels aspects elles ont au microscope, un peu comme si on regardait est-ce qu'elles sont blondes aux yeux bleus ou brunes aux yeux marrons. Et là, on a 3 sous-types de cancer du sein actuellement. Un qu'on appelle sensible aux hormones, hormonosensible. Donc en fait, les cellules cancéreuses se nourrissent des hormones féminines en fait. On en a un qui est HER2 positif. Donc en fait, c'est une molécule qui est à la surface des cellules cancéreuses qui stimule les cellules pour qu'elles se multiplient. Et puis il y en a un qui est ni l'un ni l'autre, qu'on appelle triple négatif. Pourquoi triple négatif ? 3 négatifs, parce qu'en fait, hormonosensible, il y a œstrogène et progestérone, donc œstrogène, progestérone négatif et HER2 négatif égale triple négatif. Donc on regarde bien le stade et le sous-type moléculaire. Et en fonction du stade et du sous-type moléculaire, on va décider de la prise en charge en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, après, quand on est dans les sous-types localisés, il y aura tout le temps une chirurgie et plus ou moins des traitements en plus que seront la radiothérapie et la chimiothérapie adaptés au sous-type moléculaire. Quand il y a des métastases, il y aura un traitement en général qui est plutôt des traitements médicaux, ce qu'on appelle les traitements médicaux. Et les traitements médicaux sont adaptés au sous-type moléculaire, donc soit triple négatif, soit sensible aux hormones, soit HER2 positif. Voilà globalement.
Vous disiez qu'actuellement, il y a 3 sous-types. Pourquoi actuellement? Parce que c'est des choses qui évoluent? Alors ça évolue énormément parce qu'en fait actuellement le paradigme actuel dans la recherche en oncologie en général, c'est la médecine de précision moléculaire. En fait on essaye de disséquer d'un point de vue moléculaire comment fonctionnent les cancers et de trouver des sous-types sur lesquels on va pouvoir agir. Pour ça, je dirais à l'heure actuelle, même si donc ça fait plusieurs années qu'on a ces sous-types moléculaires, mais on essaye par exemple dans les triples négatifs encore de les disséquer pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et de trouver des sous-groupes sur lesquels des médicaments pourraient fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai dit à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment le paradigme actuel, la médecine de précision. L'intérêt, c'est d'aller vraiment au bout de la démarche pour essayer de trouver le traitement le plus adapté. Le plus personnalisé, entre guillemets. Le plus personnalisé possible. D'accord. Voilà, c'est ça l'objectif. Grâce aux avancées médicales et à la recherche, le traitement des cancers évolue. Il y a des nouveautés, il y a des avancées. Qu'en est-il en oncologie, en plus peut-être de ce que vous venez d'évoquer? Alors, il y a énormément d'innovations, donc on ne va pas pouvoir tout couvrir évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui se fait ces dernières années? Donc, on a eu d'abord l'apparition alors je vais parler des traitements médicaux, c'est ma spécialité, je ne parle pas de la chirurgie, de la radiothérapie. En traitements médicaux, on a l'apparition des thérapies ciblées, donc dans cet objectif de personnaliser les traitements sur des sous-types moléculaires. Donc, les thérapies ciblées vont cibler des anomalies moléculaires dans les cellules cancéreuses pour les tuer. On a eu l'apparition il y a quelques années de l'immunothérapie. Alors en fait là on stimule les cellules immunitaires pour aller combattre le cancer. Il y a plusieurs formes d'immunothérapie, donc on en utilise une actuellement qui est très répandue dans beaucoup de cancers, qu'on appelle les inhibiteurs de point de contrôle. En gros, on vient stimuler les cellules du système immunitaire pour combattre le cancer. Mais il y en a d'autres qui se développent. En hématologie, ils ont les CAR-T-cells, donc on réinjecte directement des cellules du système immunitaire pour combattre le cancer. Il y a des vaccins, enfin il y en a plein d'autres sortes qui se développent, c'est vraiment énorme. Il y a un champ qui se développe énormément à l'heure actuelle. Vraiment, c'est le très gros boom dans cette thérapie-là qui va révolutionner la prise en charge des cancers. Elle a fait améliorer beaucoup de cancers. Ce sont les anticorps conjugués. Donc, ce sont des thérapies ciblées. Ça cible une anomalie dans les cellules cancéreuses. Un anticorps, c'est comme une fourche. Ça vient se fixer sur une cible, sur la cellule cancéreuse. On les utilise déjà. Donc, ça fait partie de thérapie ciblée. Mais sur cet anticorps, cette fourche, est fixée des molécules de chimiothérapie. À l'ancienne, les chimiothérapies, c'est comme des bombes qui viennent détruire directement les cellules cancéreuses. Donc en fait, ce qui est magnifique, c'est que l'anticorps se fixe donc sur la cible. Il a déjà son effet de bloquer la cible en fait. Mais en plus, lorsque l'anticorps est fixé, les molécules de chimiothérapie fixées dessus se relarguent directement dans la cellule cancéreuse et viennent détruire les cellules cancéreuses, en faire avoir un effet encore additif, en plus de l'effet de l'anticorps sur les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est vraiment le grand boom à l'heure actuelle sur ces molécules et qui vont révolutionner, je pense, la prise en charge des cancers dans les années à venir. Ça, c'est quasiment sûr. Et ça s'adapte à tout type de cancer? Alors, les anticorps conjugués, il y a un développement énorme d'anticorps conjugués et lorsqu'on a une nouvelle classe comme ça de molécules qui apparaît, les industriels le développent sur tous les cancers. En tout cas, il est testé, il y a des essais cliniques dans quasiment tous les cancers. D'accord. L'exemple le plus marquant, à mon sens, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns qui commencent à apparaître. Le plus marquant là, ces dernières années, c'est dans les cancers du sein HER2 positifs, donc dans le sous-type HER2. On en a un qui s'appelle le trastuzumab deruxtecan. En fait, c'est l'Herceptine, pour ceux qui connaissent, c'est le trastuzumab qu'on avait déjà en thérapie ciblée, l'Herceptine, mais sur lequel est fixée une chimiothérapie qu'on appelle deruxtecan. Les résultats sont spectaculaires, vraiment c'est incroyable. Moi, quand je vois ça, déjà dans les essais cliniques, c'était impressionnant les résultats, mais alors en plus quand on l'a en pratique en vrai, des résultats sur des patientes qui avaient des maladies avancées, graves, avec des résultats exceptionnels, vraiment très très impressionnants. Je ne pensais pas que je verrais ça, déjà dans ces cancers qu'on arrivait avec les thérapies ciblées, qu'on avait depuis plusieurs années, des résultats exceptionnels. Je ne pensais pas que je verrais ça dans ma carrière, quoi. C'est exceptionnel. Et donc ça, voilà, je pense, c'est un exemple, on en est juste au début. Et là, récemment, au dernier congrès européen à l'ESMO, à Madrid, bon, c'est pas ma spécialité, mais on en a eu un peu pareil, spectaculaire, dans les cancers de vessie, qui va complètement révolutionner la prise en charge des cancers de vessie métastatiques, donc des cancers avancés qui vont avoir des pronostics bien meilleurs. Qui va bientôt apparaître, enfin il n'a pas encore l'autorisation, ils viennent juste d'être publiés évidemment, mais en tout cas voilà, donc cette classe de molécules, les anticorps conjugués, va révolutionner la prise en charge des cancers, c'est sûr.
bien sûr l'immunothérapie, Oui, les autres thérapies ciblées. On a Et plein en de choses. pratique, pour les personnes qui vont écouter, comment ça se prend ce type de traitement-là? Alors là, pour l'instant, les thérapies ciblées, il existe des thérapies ciblées orales, en comprimé. L'immunothérapie, pour l'instant, ça existe, c'est uniquement en perfusion. Et les anticorps conjugués qui arrivent, donc c'est une nouvelle classe de thérapie ciblée, en fait, où c'est une association de thérapie ciblée, chimiothérapie, en fait, elles sont combinées entre elles. Là, pour l'instant, c'est uniquement des perfusions, en fait, donc les patients viennent régulièrement à l'hôpital, comme les chimiothérapies à l'ancienne, toutes les 3 semaines, par exemple, faire leur perfusion sur quelques heures et ils repartent. D'accord. Donc, voilà, et c'est des traitements qui se font sur une période, une durée, ou c'est des Alors traitements là, qu'il faut prendre? ça va dépendre des types de cancers. Voilà, ça va tout dépendre, du cancer, du sous-type moléculaire et de comment il a été développé dans les essais cliniques, comment il a prouvé son efficacité dans les essais cliniques, en fait. Donc, s'il y a un essai clinique qui prouve son efficacité de la molécule tant que le cancer est contrôlé, donc ça peut être très longtemps, les autorités de santé, après, vont donner les autorisations exactement comment l'essai clinique a été fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ça va dépendre. C'est très encourageant tout ce que vous dites. En tout cas, c'est beaucoup d'espoir. Il y a énormément de choses, c'est énorme. C'est très encourageant. Et les choses vont très vite. En oncologie, oui. C'est une discipline. Donc c'est une des choses qui m'a attiré dans l'oncologie, ce dynamisme permanent, cette nécessité de se remettre en question en permanence et de devoir se mettre à jour en permanence. C'est même très difficile à suivre, ne serait-ce que dans les cancers du sein, tellement ça va vite. Et je fais que des cancers gynécologiques. Je faisais du cancer du poumon jusqu'en 2016. Pour vous dire, quand j'étais à Besançon, je faisais du cancer du poumon. Je fais ma thèse de science sur les cancers du poumon. Et pourtant, maintenant, dans 6-7 ans, je suis dépassé. Il faudrait que je m'y remette. Pour vous dire, puisque j'en fais plus pour être à jour. Pour vous dire la vitesse d'évolution, quoi. Les personnes en parcours peuvent bénéficier en parallèle et conjointement aux traitements médicaux de soins de support. Ces soins, ils traitent les conséquences, c'est-à-dire ils prennent en charge les conséquences de la maladie et du traitement. Vous en pensez quoi de ces soins support et d'après vous, quels sont les grands supports, leur définition, l'efficacité, l'accompagnement? Est-ce que vous en parlez à vos patients? Est-ce qu'il y a 10 ans, on en parlait aux patients? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui un peu plus, différemment en tout cas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est un domaine que je connais bien, on va dire, entre guillemets, puisque ça fait partie de mon activité de recherche. Donc déjà, pour définir les soins de support, définition standard par l'Association française des soins oncologiques de support, ou la définition internationale, il y a une société internationale qui s'appelle la MASC, qui est équivalente française au niveau américain. Donc la définition est assez consensuelle. C'est tous les soins à côté des traitements standards dont j'ai parlé, la chirurgie, la radiothérapie, les traitements médicaux, pour améliorer principalement la qualité de vie des patients, mais pas que, en fait, ça améliore aussi la survie, et des patients, mais pas que des patients, aussi de leurs aidants et de leurs familles. Et puis, à partir de cette définition, l'Institut national du cancer, en concordance avec l'Association française des soins oncologiques de support, a défini un panier des soins de support, une sorte de colonne vertébrale des soins de support, ce que tous les patients devraient recevoir. Donc dans cette colonne vertébrale, on a, de manière logique, on a la prise en charge sociale, la prise en charge diététique, la prise en charge psychologique et la prise en charge de la douleur. Ça, c'est vraiment la grande colonne vertébrale. Tous les patients devraient avoir ça. Quand est-ce qu'elle a été définie, cette colonne vertébrale? Alors, le panier de l'INCa, de quand il doit être bonne question, je ne saurais pas, dans les années 2000, peut-être 15, entre 2010 et 2015, je dirais comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, je vous renvoie sur le site de l'APSOS, vous le trouverez sur le site de l'Association française ou sur le site de l'INCa. Et puis ils ont rajouté des soins en plus complémentaires qui sont l'activité physique, qui sont la fertilité, bon je vais peut-être pas tous les citer de mémoire, qui sont la sexualité, la prise en charge de la sexualité, d'autres techniques de prise en charge de la douleur et l'aide bien sûr des proches et des aidants. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout cité. Donc ça c'est vraiment la colonne vertébrale, ce que tous les patients devraient recevoir dans la prise en charge d'un cancer. Les soins de support, ça marche tout le temps. Ça marche dès le début de la maladie. C'est-à-dire, ça a été démontré, il faut que les patients aient accès aux soins de support d'emblée, dès qu'il y a le diagnostic. Et pendant toute la période de la maladie, et même après la prise en charge, ou on va dire la fin de tous les soins standards, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Donc ça marche à tous les moments de la maladie. Voilà, ça doit être tout le temps. Ensuite, donc comment ça doit se mettre en place dans l'idéal? Alors, ça
commence à se développer de manière très importante en France, avec, je dirais, quand même un peu de retard, mais actuellement, il y a une explosion de la prise en charge, en tout cas une nette amélioration, parce que ça fait partie du plan cancer, du dernier plan cancer en fait. Un axe majeur, il y a 4 ou 5 axes majeurs du plan cancer, donc le dernier, là, jusqu'en 2000, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, donc définit la prise en charge des soins de support, de la qualité de vie et donc des soins de support, comme un axe majeur du plan cancer. Alors du coup, comment il faut les mettre en place? Il faut les mettre en place, bon, idéalement de la part du personnel formé, donc on a des infirmières de coordination. À Nîmes, on a une infirmière de coordination qui voit les patients pour leur proposer les meilleurs soins de support les plus adaptés. Et puis des médecins aussi de soins de support, il y en a qui commencent à, on va dire, se surspécialiser là-dedans. Et l'idéal, c'est dans des unités dédiées. Donc il y a des projets comme ça dans beaucoup de centres, d'avoir des unités dédiées de soins de support où les patients rencontrent des professionnels de cette discipline, en tout cas de cette sous-discipline, et qui personnalisent leur traitement. En repérant leurs besoins, il y a un questionnaire de l'INCa, vous le trouverez sur le site de l'INCa, Institut national du cancer. C'est un questionnaire que par exemple, notre infirmière utilise de coordination, où est-ce que vous avez de la fatigue, quelle est votre activité physique, etc., qui essaye de faire une liste complète de tous les besoins des patients, avec des gradations en fonction de ce qu'ils ont d'activité physique, un peu, pas beaucoup, etc., fatigue, etc., pour orienter et personnaliser le plan de soins de support. Donc voilà, et il y a l'innovation, la recherche en soins de support qui est énorme, donc, à laquelle je participe. Alors c'est moins les molécules moléculaires comme j'ai décrit pour les traitements spécifiques, mais il y a énormément de choses. L'activité physique, énormément de choses sur l'activité physique, énormément de choses sur le soutien psychologique aussi, ou des nouvelles molécules de soutien à l'anxiété ou à la dépression ou quoi. Il y a tellement de choses dans les soins de support. C'est une vraie évolution parce que pour en parler avec certaines patientes en traitement ou qui l'ont été il y a quelques années, à l'époque où il n'y avait pas autant de soins de support, voire même pas du tout, en fait, quand elles franchissent la porte de l'hôpital, on ne va pas s'occuper que de leur problème médical. On ne va pas leur apporter qu'une thérapie. C'est déjà énorme, hein. La thérapie, c'est énorme, mais on va s'intéresser à elles, à leur vie, à leur contexte familial, à comment est-ce qu'elles vivent la maladie, le côté psychologique, et puis aussi ça leur ouvre des portes pour pas se renfermer, pas rester seule, pas s'isoler et se sentir encore vivante pendant cette période de traitement, et vous l'avez dit justement, aussi après. Parce que cette période de l'après, c'est aussi une période compliquée dans la phase de parcours médical et... À la période de l'après, c'est très très important alors dans le cancer du sein. Et puis en fait, donc c'est ce qu'on appelle, on emploie des anglicismes, le survivorship. Alors survivorship, c'est ces patients maintenant, grâce aux nouveaux traitements, soit qui sont, on va dire, en rémission depuis pas mal de temps, ou qui ont même un cancer en place métastatique, mais qui sont contrôlés par les traitements. Mais par contre, ils ont des séquelles ou des effets des traitements, ou de la maladie. On l'oublie souvent. On a souvent cette idée reçue, j'ai des symptômes, c'est le traitement. Mais en fait, il faut savoir aussi que le cancer entraîne des symptômes. Donc on essaye de pallier à tous ces symptômes. C'est intéressant ce que vous dites. À tous ces symptômes au mieux possible. On sait qu'il y a énormément de symptômes de toxicité résiduelle, notamment dans les cancers du sein que je connais mieux, après la fin des traitements, des cancers localisés. Et cette question du développement des soins oncologiques de support, elle est beaucoup née du survivorship, donc de ces patients et notamment patientes cancer du sein, parce qu'elles sont très motivées pour les soins de support, etc. Peut-être plus que pour d'autres disciplines. On le voit, les études, c'est beaucoup de soins de support, c'est beaucoup dans le cancer du sein. Et donc c'est venu de cette demande vraiment des patients, notamment dans le contexte de survivorship, c'est-à-dire vraiment des survivants à long terme, de les aider sur tous les symptômes résiduels des traitements ou toxicité résiduelle des traitements. Et c'est là que les professionnels de santé ont pris conscience qu'il fallait les aider sur ce point-là et pas se concentrer uniquement sur la chirurgie, la radiothérapie ou les traitements médicaux, la chimiothérapie. Donc c'est vraiment né de ce contexte-là, effectivement, des patients en rémission, mais qui avaient encore des symptômes résiduels. Il peut y avoir de la fatigue résiduelle selon les séries. Quels sont les symptômes résiduels propres à la maladie ? Alors, quelques-uns. Alors, je vais parler des symptômes en général, le plus connu, le plus facile, pas forcément de la maladie, mais en tout cas de ce qu'on a, par exemple, les femmes qui ont un cancer du sein localisé, elles ont eu la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, voire l'hormonothérapie. Ce qui est très connu après, il y a beaucoup d'études, c'est la fatigue résiduelle. Ça varie selon les séries, mais c'est beaucoup.
c'est beaucoup, c'est largement plus de 50% qui peuvent avoir de la fatigue résiduelle qui peut persister longtemps. Ouais. Après, il y a plein d'autres symptômes, hein. Celui-là c'est le plus fréquent. Il peut y avoir des troubles cognitifs aussi secondairement, des petits troubles de la mémoire, des choses comme ça c'est connu. Il va y avoir des troubles de la sexualité ou de la sécheresse vaginale ou le syndrome génito-urinaire comme on dit en termes techniques. Voilà pour quelques exemples. Heureusement, il peut y avoir un peu d'alopécie persistante sur des chimios aussi, donc voilà, c'est des symptômes. Heureusement, on a énormément de choses qui se font pour améliorer. La fatigue, le mieux c'est l'activité physique. Ça a été prouvé, il y a plein d'études. L'activité physique, ça doit être tout le temps, du début à la fin de la maladie et après. On va avoir une étude dans le service pour les troubles cognitifs résiduels après les traitements de cancer du sein qui s'appelle COX-TEAM, qu'on va ouvrir dans le service dans cette idée de mon côté un peu soin de support, qui n'est pas mené par moi, qui est mené par professeur Florent Joly de Caen. Les patientes vont avoir une proposition de coaching cognitif, etc. Donc c'est vraiment une super étude qu'on va ouvrir. Oui. Au CHU de Nîmes aussi, encore pareil pour les soins de support. Je parlais de la sécheresse vaginale, l'atrophie vulvo-vaginaire. Il y a donc les gynécologues du CHU de Nîmes, on a certains experts de ça. Ils ont une étude où on évalue en plus des crèmes la photobiomodulation, le laser, certaines techniques pour essayer d'améliorer la cicatrisation de la muqueuse vaginale. Okay. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en recherche pour aider les patientes sur les toxicités résiduelles. Ce qui est important dans ce que vous dites, et pour les personnes qui vont nous écouter, c'est que ça arrive, c'est normal, et il ne faut pas en faire une fatalité après les traitements, à se dire je dois en passer par là, ce sont les séquelles ou les traces que je dois garder, il y a des solutions et puis il faut en parler. Ah oui, et il ne doit pas y avoir de tabou, le corps est tellement remué après qu'il ne faut pas hésiter à en parler et c'est important. Ouais. Ah ouais, non, il faut nous en parler. Et puis il peut y avoir des solutions. Il peut y avoir des solutions. En tout cas, on fait le maximum pour essayer d'aider à ce niveau-là. Ouais. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, vous disiez, plus généralement, ce sont les femmes touchées par le cancer du sein qui ont cette démarche-là. Vous y voyez une explication ou... Non, j'y vois pas d'explication, juste je le constate. Pour moi qui fais de la recherche dans les soins de support, si vous regardez la plupart des études, c'est toujours chez des patientes, enfin pas toujours. On a beaucoup chez des patientes qui ont des cancers du sein, sont peut-être plus motivées pour ce genre d'études. Si vous regardez toutes les études sur l'activité physique adaptée, il y a un rapport de l'INCa qui fait un rapport exhaustif de toutes les études sur l'activité physique adaptée et cancer et tous ses bénéfices. Beaucoup d'études sont dans les cancers du sein. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles sont peut-être plus motivées. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Il peut y avoir des tas de raisons et certainement très différentes chez chacune des femmes qui... En tout cas, les études sont beaucoup dans ce sens-là. Le fait aussi que ce soit peut-être le cancer le plus médiatisé, entre guillemets, certainement, le plus parle fréquent. Et peut-être ça les rassure dans leur démarche. Oui, certainement, je sais pas. Pour en revenir aux soins support et en tout cas à l'accompagnement qu'il peut y avoir en dehors du traitement médical et de ce qui est apporté par l'hôpital, qu'évoquent pour vous des associations et les Roses ou d'autres associations qui peuvent accompagner pendant les traitements ou après, que ce soit les patientes ou aussi ce que nous on appelle accompagnants ou aidants pendant les parcours? Alors c'est essentiel, c'est vraiment une aide complémentaire à l'hôpital, aux soignants, essentiel. Déjà, les patients, ça va leur permettre de lutter contre une chose terrible qu'on voit chez certains patients, c'est la solitude. Donc il faut lutter contre ça. Et puis ça permet de proposer des activités que nous on ne peut pas proposer aussi à l'hôpital. Donc pour moi c'est essentiel et c'est très complémentaire. Donc toutes les actions que vous menez, on peut des aides pour les patients que nous on ne pourrait pas faire en tant que soignant au CHU. Donc c'est vraiment... Pour nous, c'est une aide très précieuse et surtout pour les patientes, c'est pour les patients en général. Donc, voilà. On n'avait peut-être pas mesuré, mais donc chaque année, depuis 2 ans, on distribue des boîtes qu'on appelle des boîtes Belle et Rose de bien-être, entre autres aux patients du CHU, et grâce à l'infirmière coordinatrice dont vous avez parlé tout à l'heure, Aude, on n'avait pas mesuré qu'on avait pensé ces boîtes en fait pour faire du bien aux patientes et pour leur permettre de voir peut-être leur parcours différemment. Mais ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que ces boîtes font aussi du bien, entre guillemets, au personnel soignant. Parce qu'elles nous ont dit, quand on les a rencontrées cette année, que ces boîtes permettent de créer un échange avec la patiente et permettent d'apporter autre chose lors de leur visite que du traitement médical pur. Tout ça pour en venir à ma question suivante. En tant que personnel soignant, en tant qu'oncologue, vous jouez un rôle essentiel dans notre parcours. Vous êtes notre pilier, souvent vous êtes notre référent médical. C'est à vous qu'on va vouer une entière confiance.
Et de l'autre côté, comment ça se passe parce que vous êtes médecin, mais vous êtes aussi humain, fait de chair et d'os. Et vos émotions dans tout ça et le côté médical mis entre parenthèses. Alors effectivement, moi les boîtes, moi j'adore ça parce que quand les patients se sentent mieux, nous on se sent mieux. Donc effectivement, déjà rien que le petit geste d'avoir la boîte en venant, elles sont contentes. Alors moi je leur fais la petite blague, je leur dis, vous voyez, vous avez la chance d'avoir la consultation au mois d'octobre. Si on avait mis au mois de novembre ou décembre, vous n'auriez pas eu la petite boîte. Alors ça va donc changer, déjà, ça lance la consultation sur un ton un peu plus léger. Ouais. Donc voilà, évidemment, nous quand des patients sont bien, on est mieux. Donc après, en tant qu'être humain, on essaye de regarder de la distance quand même parce que c'est une pathologie lourde et on ne peut pas non plus avoir un investissement émotionnel trop fort parce qu'après on n'arrive plus à vivre. Mais en tout cas, moi je fais mon maximum au jour le jour, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Et voilà, quoi. Vous avez conscience de ce rôle que vous jouez pour nous, les patientes vous le disent? Oui, elles me le disent. Après, voilà, j'essaye de prendre un peu de la distance. Après, c'est un peu difficile, mais oui, elles me le disent. Et ça fait plaisir, évidemment. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ce boulot aussi. J'adorais la science, j'adorais la recherche, mais le côté humain et d'aider les gens, on essaye de donner un sens à son travail, enfin, à sa vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Merci pour cet échange. Avant de clôturer, j'aimerais vous demander le mot de la fin. Le mot de la fin, merci. Merci aux associations comme la vôtre d'exister et de nous aider, d'aider les patients au jour le jour et de leur apporter tout ce que vous leur apportez. Merci à vous pour ce moment évidemment, pour tout ce que vous avez laissé paraître comme message et les messages que vous avez portés, mais aussi merci d'être ouvert à ces soins supports et à cette nouvelle vision de la maladie, de la personne dans le parcours médical qui est essentiel, mais voilà, tout l'à côté est essentiel exactement. Pour nous et pour les prise en charge globale. Merci beaucoup, exactement. Merci de l'invitation. À très bientôt. À bientôt.